La désinformation, le vol des élections, l'étonnante montée en puissance militaire de l'Allemagne et l'élément crucial et pourtant absent de la politique allemande, aujourd'hui sur Trumpet World, nous allons nous pencher sur les tendances européennes les plus importantes à surveiller en 2025. La prophétie accomplie. C'est probablement la meilleure façon de décrire les sujets abordés par la trompette pendant 2024. Les articles du rédacteur en chef, Gérald Fleury, sont le contenu le plus important que nous produisons. Nous, en tant qu'auteurs et analystes, nous basons nos contenus sur ces articles. Et à la fin de l'année, j'ai l'habitude de passer en revue les articles de M. Fleury, car c'est un excellent moyen d'avoir une bonne perspective sur ce qui compte vraiment parmi les nombreuses nouvelles qui nous parviennent tout au long de l'année. Cela m'aide à voir ce qui rend la trompette vraiment unique. La prophétie biblique dont il parle dans ses articles éclaire les actualités comme ne le fait rien d'autre. C'est donc un excellent moyen de passer en revue les tendances importantes de l'année dernière et la façon dont ces tendances vont se poursuivre l'année suivante. Cette année, tout tourne autour de deux énormes prophéties qui se sont réalisées. Au Proche-Orient, dès le mois de janvier, M. Fleury a publié des articles sur la Syrie, disant que nous devrions nous attendre à ce que la Syrie s'éloigne de l'Iran. Il y avait aussi sa prédiction du retour de Donald Trump. Là encore, l'un de ses premiers articles de l'année sur la politique américaine portait sur le retour de Donald Trump. Nous aborderons ces deux sujets dans une prochaine émission. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer par l'Europe, et nous allons nous pencher sur l'avenir du continent, parce qu'une grande partie des contenus de M. Fleury concernant l'Europe tourne autour d'une prophétie massive qui doit encore s'accomplir. Pour m'aider à passer en revue ces articles, nous avons aujourd'hui sur le plateau Josué Michels. Bonjour Josué. Bonjour, merci de m'avoir invité. Au début, je pense que je pensais déjà à une prophétie massive, non réalisée, sur laquelle je savais que M. Fleury s'était beaucoup penché au cours de l'année dernière. Une autre chose qui est ressortie, que je n'avais pas vraiment anticipée mais qui apparaît dans tant d'articles, est également une prophétie sur l'Europe qui s'est déjà accomplie. Il s'agit de la montée en puissance de l'Allemagne ou, comme il l'appelle dans l'un de ses articles, de l'étonnante ascension militaire de l'Allemagne. Je pense que nous avons tous les deux grandi dans un monde où, pendant toute notre vie d'adulte, l'Allemagne a été le moteur de l'Europe, l'économie numéro un, le principal décideur. Il nous est donc facile de prendre cela pour acquis, voire d'oublier qu'il s'agit d'une prophétie réalisée. Mais dans plusieurs de ses articles, M. Fleury est revenu sur les déclarations de Herbert Armstrong et sur ce qu'il écrivait alors, même que l'Allemagne était toujours en ruine. Il a souligné l'audace qu'il a fallu pour prononcer de telles prophéties, et aussi à quel point l'ascension de l'Allemagne a été spectaculaire. Oui, et l'une des nouvelles de cette année qui a attiré l'attention de M. Fleury est que l'Allemagne est devenue la troisième plus grande économie du monde, principalement parce que le Japon a connu un déclin un peu plus rapide que prévu. Mais c'est énorme si l'on considère ce que vous venez de dire, à savoir que M. Armstrong prophétisait l'essor de l'Allemagne alors que celle-ci était encore en ruine. M. Armstrong était sur place à l'époque. Il a vu la destruction massive provoquée par le bombardement à grande échelle des villes allemandes, puis l'occupation et la scission entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est, les Russes ont pris tout l'équipement militaire et ont délocalisé toute la puissance industrielle qu'ils le pouvaient, laissant essentiellement les Allemands de l'Est dans la pauvreté. Mais, en Allemagne de l'Ouest, à un moment donné, on était tout à fait opposé à l'existence même d'une armée allemande. Ainsi, si l'on compare cette époque à celle d'aujourd'hui, et même à celle d'il y a 30 ou 40 ans, lorsque l'Allemagne était encore divisée, en 1980 ou en 1986, l'année de la mort de M. Armstrong, l'Allemagne était encore divisée. Ainsi, pendant des décennies, M. Armstrong a prophétisé la réunification et l'essor de l'Allemagne, alors que celle-ci était encore divisée. Et personne ne s'y attendait vraiment. J'ai même lu un article aujourd'hui dans lequel le président de la conférence de Munich sur la sécurité a dit que personne ne s'attendait à la chute du mur de Berlin. Et pourtant, c'est arrivé subitement. Cela montre à quel point les choses peuvent changer soudainement. Et c'est surtout le cas aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié cette vue d'ensemble. Dans cet article,
l'étonnante montée en puissance militaire de l'Allemagne, il a dit que nous devons avoir une vue d'ensemble de la situation. Et c'est vrai. Il a fait remarquer qu'il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. La faiblesse de l'Allemagne est un grand thème qui mérite notre attention. À juste titre, lors de nos émissions, nous parlons des obstacles de l'Allemagne en matière de l'approvisionnement en gaz. Je reviendrai sur ce sujet dans un prochain article. Les prix de l'énergie ont atteint des niveaux absolument ridicules en Allemagne parce que le pays a fermé ses centrales nucléaires. Il y a de vrais problèmes et tout cela a un rapport critique avec la prophétie et mène à une issue très importante. Mais nous ne pouvons pas laisser toutes ces discussions sur les problèmes quotidiens nous empêcher de voir la situation dans son ensemble. Monsieur Fleury a écrit ce qui suit. Puisqu'ils ne tiennent pas compte de l'histoire de l'Allemagne, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, ne parlent que des difficultés actuelles de l'Allemagne. Au lieu de voir sa potentialité militaire, ils voient sa faiblesse. Au lieu de voir un colosse économique, ils voient une économie en difficulté. Au lieu de voir ses ambitions mondiales, ils voient l'isolement de la nation et ses divisions internes. Au lieu de reconnaître un renouveau de la nation la plus responsable de la Seconde Guerre mondiale, il voit un peuple repentant et épris de paix, et il poursuit en reconnaissant qu'il existe bel et bien un certain nombre de problèmes. Mais il dit « Il faut tenir compte de la situation dans son contexte. Nous devons reconnaître ces réalités indubitables. Il est clair que l'Allemagne a surmonté sa défaite d'après-guerre. Au sein de l'Union européenne, elle est incontestablement la puissance dominante, et son ambition militaire n'est plus freinée, elle est plutôt encouragée. Ces faits sont tout simplement extraordinaires. Et il a raison, ce sont des faits extraordinaires. Et encore une fois, je pense que nous sommes simplement habitués à les traiter de simples faits et rien de plus. Ce sont les faits avec lesquels notre génération a grandi. Et donc oui, l'économie allemande est en difficulté, mais elle reste la troisième économie mondiale, non ? Oui, c'est vrai. Et je pense que cela va de pair. Ces problèmes sont aussi très prophétiques parce qu'ils changent le peuple allemand lui-même. Et M. Fleury a publié un autre article dans lequel il parle de la renaissance du militarisme allemand. Donc ces problèmes poussent l'Allemagne dans une nouvelle direction. Une autre chose qui m'a frappé dans les articles de M. Fleury, c'est qu'il souligne souvent que le peuple allemand est un peuple formidable, qui a accompli beaucoup de choses. J'aime bien sûr entendre ce genre de choses, étant moi-même allemand. Mais si des problèmes surviennent, si des crises éclatent, une économie à forte potentialité peut rapidement se muer en économie de guerre. C'est pourquoi toutes ces crises que nous voyons survenir en même temps semblent détourner l'attention de certains de la force réelle de l'Allemagne. Mais en même temps, elles poussent l'Allemagne dans une nouvelle direction. Sous Adolf Hitler, l'industrie automobile était essentiellement transformée pour soutenir la guerre. Aujourd'hui, l'industrie automobile est en difficulté tandis que l'industrie de l'armement se porte bien. Vous allez bientôt fournir de l'armement. Je pense que les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale sont un excellent exemple de cela. En 1939, je crois, l'armée américaine était plus petite que celle de la Bulgarie. De mémoire, je crois que c'était la 17e armée du monde. Mais l'on a converti beaucoup d'usines qui produisaient des voitures pour qu'elles fabriquent désormais des chars et des avions. À la fin de la guerre, les États-Unis pouvaient remplacer en 2 jours tout ce qu'ils avaient perdu à Pearl Harbor. La potentialité est énorme. Un autre élément qui ressort des articles de M. Fleury est l'accent mis sur la manière dont une partie de cette potentialité commence déjà à être réorientée vers des objectifs militaires. Voici un autre article que M. Fleury a écrit cette année, intitulé « L'Europe entame un énorme projet d'armement ». Il suffit de jeter un coup d'œil aux statistiques. Lorsque j'ai commencé à travailler au sein de la rédaction, c'était chaque année que les armées européennes réduisaient leur budget de défense. Et les fois où l'Allemagne n'a pas coupé leur budget militaire, cela faisait la une, c'était une énorme nouvelle. Nous assistons donc à un énorme changement. Autrefois, il était tout à fait normal et l'on s'attendait toujours à ce que l'Allemagne réduise la taille de son armée. Mais maintenant, tout le monde augmente les dépenses de défense. M. Fleury s'est également penché sur l'une des grandes réussites de ces 2 dernières années en ce qui concerne l'industrie allemande, à savoir Rheinmetall. Il a publié un article intitulé « Sortir de la clandestinité », qui se concentre en grande partie sur cette grande société. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense que le cours de l'action a triplé ou quadruplé depuis la guerre en Ukraine.
C'est 6 fois plus maintenant. 6 fois plus, voilà. Et ce, à cause de la guerre en Ukraine, bien sûr. C'est un retournement de situation spectaculaire. On produit désormais d'énormes quantités de munitions. La société construit des usines partout. D'ici la fin de l'année, elle devrait avoir des commandes d'une valeur de 65 milliards de dollars. Vous pourriez consulter un journal d'affaires et lire un article sur Rheinmetall. Et probablement vous pourriez trouver un chiffre encore plus récent, même de ce mois-ci. On parle beaucoup dans ces journaux de Nvidia qui dominent les activités technologiques et aussi de Rheinmetall qui a de très bons résultats. La différence avec nous, avec M. Fleury, c'est qu'il aborde une histoire absolument essentielle. Après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'entreprises allemandes se sont réunies avec les hauts responsables nazis et ont décidé de se mettre à la disposition de ces derniers pour ressusciter ultimement l'empire nazi. Leur plan consistait à entrer dans la clandestinité, reposer les fondements industriels et économiques, afin de reconstruire. Rheinmetall était un membre important de cette réunion. Lorsqu'on voit les activités de Rheinmetall exploser de cette façon, c'est donc un avertissement retentissant. Effectivement. Et lorsque j'ai fait une brève recherche sur Internet pour voir si l'on parle encore de cette réunion, je n'ai pu trouver aucun article de la dernière décennie qui la mentionne. Cependant, Rheinmetall a elle-même baptisé son dernier char le Panthère, ce qui renvoie à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Si vous consultez le site internet de Rheinmetall, vous y trouverez des informations sur l'entre-deux-guerres, où la société faisait profil bas et collaborait avec la Russie pour tester ses armements. Et puis, on donne très peu d'informations sur ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, elle n'était pas encore autorisée à fabriquer des armes, donc elle a dû se tourner vers une autre industrie. L'histoire est donc bien vivante, et cette entreprise appartient à cette histoire veille de plus d'un siècle. Mais les gens ne se demandent pas s'il est possible que cette entreprise alimente une nouvelle guerre. Et aussi, dans son article, l'Europe entame un énorme projet d'armement. Monsieur Fleury dit que si vous prenez par exemple une entreprise seule ou une nation européenne seule, elle ne semble pas trop grande par rapport à l'équivalent européen. Rheinmetall est bien sûr en plein essor. C'est l'un des meilleurs fournisseurs d'armes au monde, mais elle a des concurrents allemands qui font presque la même chose et qui se disputent les contrats gouvernementaux. Mais les Européens ont l'embarras de choix, voire trop. Je pense que l'Europe abrite 6 à 15 fois le nombre de systèmes d'armes que les États-Unis. Ces derniers sont donc unis dans la fabrication d'armes militaires, alors que l'Europe est beaucoup plus divisée, se spécialisant dans des domaines différents. Les entreprises européennes sont donc encore petites, mais une fois qu'elles uniront leurs forces, nous assisterons à une puissance sidérante. Ce qui est intéressant, c'est que M. Fleury a abordé Rheinmetall en plus de détails depuis mars ou avril, et maintenant cette entreprise est vraiment d'actualité. Elle a récemment fait couler beaucoup d'encre, car des journalistes d'investigation ont creusé et trouvé qu'il y a quelques années, elle avait acheté une société d'armement sud-africaine et l'a utilisée pour contourner les lois allemandes sur l'exportation. Cette société d'armement sud-africaine, qu'elle détient entièrement, fait le tour du monde et signe des contrats. Il signe des accords et des contrats, et tous ces accords, dont beaucoup, s'ils étaient inconnus en Allemagne, ne seraient probablement pas approuvés par un gouvernement parce que les dirigeants savent qu'ils seraient impopulaires auprès du peuple allemand. Mais de cette façon, Rheinmetall peut les contourner. Le gouvernement allemand ne doit pas approuver ces accords. Donc, la même entreprise dont les chefs ont rencontré les nazis travaille activement à contourner la loi allemande actuelle et les restrictions à l'exportation actuelles qui visent à empêcher l'Allemagne et ses sociétés d'armer des régimes maléfiques. Ces entreprises trouvent des moyens créatifs de contourner la loi. Pour nous, cela constitue un grave avertissement. Et M. Fleury fait remarquer dans l'un de ses articles que si les gens connaissaient mieux leur histoire de la Seconde Guerre mondiale, s'ils étaient plus conscients de cette histoire, y réfléchissaient davantage, lui accordaient plus d'importance, ils seraient en mesure d'en tirer beaucoup plus d'avertissements. Et la prophétie biblique nous avertit de la même chose. C'est ainsi que Herbert Armstrong a fait ses prévisions en 1945. Voici ce qu'il a dit le 9 mai 1945, un jour après la capitulation de l'Allemagne. Nous ne comprenons pas à quel point l'Allemagne s'est préparée à toutes les éventualités. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont prévu la possibilité de perdre ce deuxième tour, comme c'était le cas lors du premier.
Et face à une telle éventualité, ils ont planifié méthodiquement et avec soin le troisième tour, la Troisième Guerre mondiale. Pour l'instant, la guerre en Europe est terminée. Maintenant, les nazis sont entrés dans la clandestinité. Et un peu plus loin, il a dit « Il prévoit de revenir et gagner au troisième essai ». Tout cela est basé sur l'Apocalypse 17, qui dit que cette puissance militaire européenne, qui a tant dominé l'Europe, entrera dans la clandestinité et reviendra. Et cela ne s'est pas produit au même rythme que M. Armstrong le pensait. Mais il suffit de voir comment l'Allemagne domine à nouveau l'Europe. Il est clair que cette bête, comme elle est appelée dans Apocalypse 17, sort maintenant de la clandestinité. Et c'est probablement l'une des choses les plus controversées. L'Allemagne est-elle en train de planifier une nouvelle guerre mondiale? La majorité des Allemands ne veulent pas d'une nouvelle guerre mondiale, mais d'après cette prophétie, nous savons spécifiquement qu'il y a eu un réseau clandestin nazi qui s'est avéré par la suite, grâce à un document du renseignement américain déclassifié en 1996, qu'il y avait des plans pour un réseau clandestin nazi, tout comme l'Apocalypse 17 l'a décrit. À l'époque, quelqu'un, un dirigeant juif, a demandé si ce plan était en cours d'exécution. Et aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de preuves que ce plan est bel et bien en cours d'exécution. L'exemple que vous avez mentionné plus tôt avec l'Afrique du Sud renvoie au document concernant la réunion tenue entre ces entreprises et les nazis en 1944, notamment parce qu'il déclare que ces entreprises devaient se passer à l'étranger pour faire leurs transactions, puisqu'il ne serait plus possible de les faire en Allemagne. Et c'est ainsi qu'elles devraient être en mesure de financer à nouveau l'empire nazi. Tout était donc planifié. Rheinmetall et les autres entreprises disposent de postes à l'étranger et opèrent de manière beaucoup plus secrète, non seulement pour des gains économiques, mais aussi afin de suivre une stratégie spécifique, exactement comme prévu. Donc, si vous comparez le plan avec ce qui se passe aujourd'hui, comme le fait M. Fleury dans cet article, vous voyez que le plan est en cours d'élaboration. Et c'est la prophétie qui a révélé ce plan de l'Allemagne il y a des milliers d'années. Et au cours des 15 dernières années, il y a eu plein d'histoires dans les journaux sur le nombre de nazis qui ont travaillé après la guerre dans tel ou tel ministère du gouvernement allemand. Initialement, après la Seconde Guerre mondiale, tant de ces anciens nazis travaillant au sein du gouvernement disaient « Non, nous n'étions pas des partisans du nazisme. Nous n'aimions même pas les nazis. En fait, nous avons essayé d'entraver ce qui se passait, et ainsi de suite. Nous avons essayé de tout faire échouer. » Eh bien, tous ces articles ont révélé par la suite qu'il s'agissait de mensonges. Ces personnes qui prétendaient ne pas avoir soutenu les nazis étaient en fait d'ardents nazis. C'est ainsi qu'une grande partie des juges allemands de l'après-guerre et du ministère des Finances étaient les mêmes administrateurs nazis. Ils ont simplement poursuivi leur travail. Et à ce stade, l'esprit nazi est entré dans la clandestinité. C'est-à-dire que les nazis n'essaient pas forcément de ressusciter un parti nazi qui porte ce nom et qui représente le national-socialisme. Pourtant, cet objectif plus large, c'est à cela qu'ils ont travaillé. Par exemple, de ressusciter la domination allemande, d'établir l'Allemagne comme une puissance militaire importante, de dominer l'Europe, de devenir la première puissance mondiale et enfin d'envahir d'autres pays. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la couverture de M. Fleury sur le Proche-Orient, à savoir que l'Allemagne travaille à la réalisation d'un objectif stratégique. Comme vous le disiez, ce n'est pas au hasard. Et lorsque l'Allemagne dit, par exemple, « Nous ne voulons pas nous impliquer en Libye, mais nous travaillerons avec la Turquie et nous enverrons un navire en mer Rouge », il ne s'agit pas d'une décision prise sans contexte. Il ne s'agit pas non plus d'une décision purement politique. Au fond, il y a des décisions stratégiques très profondes qui sont prises et des principes stratégiques qui guident tout cela. C'est ainsi que l'on voit la bête sortir de la clandestinité. Mais dans tous les articles dont nous avons parlé jusqu'à présent, M. Fleury met également en évidence un ingrédient manquant qui transformerait rapidement l'Allemagne de la puissance divisée, économiquement faible et sans gouvernail qu'elle est aujourd'hui en quelque chose de tout autre. Elle possède déjà un grand nombre de ses ingrédients de base et une grande potentialité, mais elle a du mal à en profiter. Ce qui changerait la donne, ce serait un leader fort. Et M. Fleury se concentre sur la rapidité avec laquelle tous ces différents partis pourraient se rallier pour former une puissance vraiment dominante. Mais il faut avoir le bon dirigeant au pouvoir. Et vraiment, du début à la fin de ce que nous avons écrit sur l'Europe, la montée en puissance d'un leader fort
a probablement été le principal sujet des articles de M. Fleury cette année. Personnellement, lorsque j'ai rassemblé mes quelques 50 pages d'articles de M. Fleury, j'ai vu que dans le numéro de février, nous commençons tout de suite à nous intéresser à l'imminence d'un dirigeant allemand fort. Et puis l'on arrive au numéro de janvier 2025 et c'est le même sujet sur la couverture, à savoir que nous surveillons l'ascension d'un dirigeant fort. Oui, c'est vrai. Et voici un article qui explique pourquoi nous faisons cela. Il s'intitule « Il se peut qu'il s'agisse d'un dessein de Dieu » qui aborde l'implication de M. Armstrong avec certains dirigeants allemands et européens. Mais dans cet article, il est dit que notre prévision remonte désormais à presque une centaine d'années maintenant, avec le premier numéro de la pure vérité de M. Armstrong, qui parle de la montée d'un dirigeant allemand fort. Et pourquoi M. Armstrong a-t-il parlé de cela ? Parce qu'il y a des douzaines de prophéties bibliques clés qui parlent d'un dirigeant fort. Ces prophéties sont liées au retour du Messie, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, lorsqu'il s'agit des prophéties du Christ. Il y a donc des prophéties dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui font le lien entre la montée d'un homme fort en Europe et le retour de Jésus-Christ. C'est donc l'une des prophéties les plus passionnantes et les plus exaltantes. Elle date la prophétie, et elle ne s'est certainement pas accomplie parce que le Christ n'est pas revenu. La Bible répète encore et encore cette prophétie pour la souligner. Il est donc logique que M. Fleury parle de cette prophétie plus qu'à n'importe quelle autre. Le principal dirigeant que M. Armstrong surveillait était Franz Joseph Strauss, qu'il a rencontré aux États-Unis, ainsi qu'un autre dirigeant, Otto de Habsbourg, qui était membre du Parlement européen. Ces deux dirigeants ont joué un rôle important dans l'unification de l'Allemagne et de l'Europe. M. Franz Joseph Strauss est décédé en 1988 et l'année suivante, le mur de Berlin est tombé. Ce n'est donc pas lui qui a fini par diriger l'Allemagne unie, mais il était une figure clé de la CSU, l'Union chrétienne sociale, qui a des liens avec Karl Theodor zu Guttenberg. L'autre leader, Otto de Habsbourg, fait partie de la dynastie des Habsbourg qui remonte à plusieurs siècles, et Karl Theodor zu Guttenberg est lui aussi de cette dynastie. Donc, grâce à ces deux hommes, nous pouvons donc nous faire une idée de qui pourrait être l'homme de Daniel 8. L'une des prophéties clés à propos de cet homme se trouve dans Daniel 8, concernant les nombreuses prophéties menant au retour de Jésus-Christ. Cela fait donc plus de 15 ans que nous surveillons Karl Theodor zu Guttenberg. Et dans presque tous les articles de cette année concernant l'Allemagne, M. Fleury fait référence à Karl Theodor zu Guttenberg, non en tant que l'homme qui accomplira certainement cette prophétie, mais en tant que dirigeant probable. Chaque être humain peut prendre ses propres décisions, mais il semble définitivement s'engager dans cette voie. Il parle de divers aspects de cet homme, notamment de son désir d'avoir une armée allemande forte. Et vous avez vu que même en 2007, lorsqu'il n'était qu'un simple membre du Bundestag, à partir de ce moment-là, il a toujours souligné la nécessité d'une forte présence allemande armée, pas seulement pour défendre l'Allemagne, mais pour avoir une présence militaire même en Afghanistan et dans d'autres régions. Donc, cet homme est en lien avec les prévisions de M. Armstrong, et il pourrait bien être celui qui réalisera ces dizaines de prophéties. Et cette année, M. Fleury s'est beaucoup concentré sur lui. L'un des premiers articles de M. Fleury à ce sujet s'intitulait « Surveiller cet homme de près ». Donc, il se montre assez audacieux quant à l'identité de celui qu'il pense être l'homme de Daniel 8. Et, comme vous l'avez dit, M. Fleury dit quelque part qu'il n'est pas tout à fait certain de l'identité de l'homme de Daniel 8. Il dit « Il se peut que je me trompe. Pourtant, je crois que l'esprit et la vie de Karl Theodor zu Guttenberg sont conditionnés pour qu'il prenne le pouvoir en tant que l'homme fort de l'Europe. » Il a donc été assez audacieux et direct en disant « Oui, je pense que c'est lui ». Sa photo revient souvent dans ses articles. M. Fleury revient souvent sur les opinions de Guttenberg, sur la Syrie et sur le fait qu'il voulait au tout début que l'Allemagne entre en guerre avec la Syrie. Plus récemment, nous nous sommes concentrés sur l'implication de l'Allemagne dans la chute d'Assad. Puis il y a un autre thème, la relation entre lui et Donald Trump. En fait, j'ai trouvé cela intéressant. Plusieurs articles parus plus tôt dans l'année évoquaient l'impact qu'aurait une présidence de Donald Trump sur l'Europe. M. Fleury en parle à plusieurs reprises et fait le lien avec certaines citations de M. Armstrong, selon lesquelles la crainte de l'Europe face à la belligérance russe
Et l'aversion pour les États-Unis et la réticence à dépendre de ce pays entraîneraient des transformations massives en Europe. On observe aujourd'hui la même dynamique. Les Européens n'aiment pas du tout Donald Trump et craignent la Russie, alors ils procèdent à certains changements. Mais c'est dans l'un de ses premiers articles sur Gutenberg, Surveillez cet homme de près, où M. Fleury parle de tous les insultes qu'il a prononcées à l'égard de Donald Trump, le qualifiant de maniaque, de tyran impitoyable, de fou violent. Il a dit que Trump n'est pas l'ami des Allemands, le qualifiant probablement de probablement la pire pourriture que l'on ait vue dans la politique américaine. L'on a fait remarquer que cette réaction débridée est similaire à celle de la gauche radicale américaine à l'égard de Donald Trump. Il s'agit d'une sorte d'explosion émotionnelle où il est presque difficile d'articuler ce qui les indigne tant. Mais il y a quand même un énorme sentiment d'indignation. Oui, c'est vrai. Et c'est un élément clé sur lequel M. Fleury s'est concentré tout au long de l'année. Il l'a comparé à l'ancien président Barack Obama, qui a vraiment pris la tête de l'opposition à Donald Trump aux États-Unis. Il l'a également comparé à d'autres choses. M. Fleury a également écrit un article sur la guerre de l'Union européenne contre la liberté d'expression. Et c'est un point commun entre la gauche radicale de Barack Obama et Gutenberg. Et aussi sa position contre Benjamin Netanyahou. Avec Barack Obama, c'est un peu plus évident. Il accueille des dirigeants qui sont très opposés à Netanyahou. Or, Gutenberg est plus subtil et se contente de taxer le gouvernement israélien d'extrême droite et de dire que les Palestiniens ont également raison, et d'autres choses de ce genre. Or, quelque chose qui les distingue, cependant, et que M. Fleury a également souligné, c'est le lien de Gutenberg avec l'Église catholique. Dans l'un de ses articles, il consacre une longue section à ce sujet. Il dit que c'est quelque chose que nous attendons également sur fond de l'Apocalypse 17, qui parle de la résurrection du Saint-Empire romain, qui, historiquement, a toujours connu l'union de l'Église et l'État. Et c'est une prophétie clé que nous attendons toujours, qui prévoit l'ascension d'un leader fort. Et nous nous attendons à l'implication de l'Église catholique. Et en fait, l'homme que nous surveillons, cet homme fort, interagit de plus en plus avec l'Église catholique. Il a réalisé un documentaire sur l'Église. Il a été interviewé par des revues catholiques. Et il en parle de plus en plus dans son podcast. C'est un autre signe important qui semble indiquer l'identité de l'homme qui accomplira la prophétie. J'ai l'habitude de faire un épisode comme celui-ci chaque année, ou du moins la plupart des années à peu près à la même période de l'année. Souvent, l'un des grands thèmes qui ressort des articles de M. Fleury est la dimension spirituelle des événements mondiaux, et je pense qu'en général, nous en parlons dans tous nos articles de la trompette. Mais M. Fleury met l'accent sur ce point avec une telle clarté. Il décrypte la réalité spirituelle dont vous avez besoin pour comprendre les actualités. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas comprendre par la simple logique et par le simple raisonnement, sans comprendre également la dimension spirituelle. Et il passe pas mal de temps dans certains de ses articles à expliquer clairement la dimension spirituelle de ce qui se passe. Et les écritures qui parlent de cet homme de Daniel 8 indiquent qu'il y aura une transformation qui s'opère dans son esprit. Sa pensée changera fondamentalement. Mais beaucoup de ces prophéties dans le chapitre 8 de Daniel et ailleurs qui parlent de cet homme fort indiquent aussi qu'il est soumis à une influence spirituelle maléfique. Il est influencé par Satan, le diable, et à un moment donné, Satan lui possède. Et si vous voulez comprendre le niveau de haine dans cet homme et la destruction qu'il provoquera, vous devez comprendre cette dimension spirituelle. Et comme l'explique M. Fleury dans certains de ses articles, puis de façon beaucoup plus détaillée dans son livre L'Amérique sous attaque, il y a une dimension spirituelle dans la politique américaine et il y a cet esprit autodestructeur. Par exemple, pourquoi les dirigeants américains font-ils des choses qui sont si manifestement autodestructrices et qui détruisent leur propre nation? C'est à cause de cette mauvaise influence spirituelle qui vient de Satan, le diable, qui essaie en fin de compte de détruire Israël et d'effacer ce que Dieu fait dans les événements mondiaux. Dans l'un de ses articles, il écrit « La plus grande menace pour l'Amérique viendra de l'étranger. Satan passera à un autre leader pour le préparer à détruire puissamment. Il suffit de regarder les dégâts que Barack Obama a causés à l'Amérique pour comprendre à quel point il faut s'inquiéter de ce que le diable inspirera à cet homme fort européen. » C'était un élément clé de ce dont il parlait au début de l'année.
Et c'est également un élément clé de son article de janvier, après l'élection de Trump, surveiller l'Allemagne. Et cette dynamique, ce changement, c'est ce que nous voyons sous nos yeux. En effet. Et nous avons en fait une vidéo de Monsieur Fleury sur la clé de David, où il parle de la façon dont un événement en déclenche un autre. Visionnons cela maintenant. L'effondrement du gouvernement allemand entraînera un changement spectaculaire pour l'Allemagne, l'Europe et le monde entier. Un leader fort entrera en scène pour diriger l'Union européenne, qui deviendra le Saint-Empire romain avec 10 rois. Ce leader régnera sur tous. Telle est la prophétie biblique que nous devons comprendre. Et je pense que cela pourrait se produire dans quelques mois, voire dans quelques semaines. Dans cette clé de David, il dit également que le retour de Trump au pouvoir pourrait inciter Gutenberg à dire que s'il ne s'implique pas de nouveau dans la politique, l'Europe sera perdue. Donald Trump menace d'imposer des droits de douane qui seront beaucoup plus élevés. Et si l'Europe n'a pas de leader fort, cela pourrait constituer un grand revers pour l'Europe pendant longtemps avant qu'elle ne puisse à nouveau rivaliser économiquement à un tel niveau. La perspective d'une Europe sans leader pourrait donc l'inciter à agir rapidement et à finir à la tête d'un gouvernement. C'est donc une prédiction très intéressante que M. Fleury a faite il y a quelques semaines sur la clé de David. À propos de l'Europe sans leader, un autre article publié cette année par M. Fleury est étroitement lié à la montée de cet homme fort. Le nazisme renaît en Allemagne. Il se concentre en grande partie sur l'essor de l'alternative für Deutschland ainsi que sur les autres partis extrêmes en Europe. Il parle aussi de l'alternative für Deutschland dans un autre article plus ancien. Je pense qu'il n'a pas autant parlé de ce parti politique jusqu'à cette année. En ce moment même, ce parti est au cœur de l'actualité parce que Elon Musk l'a donné un coup de fouet. Elon Musk a fait beaucoup pour essayer de dire qu'ils ne sont pas des nazis, que ces accusations contre eux sont injustes. Et je pense qu'il y a un mélange de vérité et d'erreur dans ce qu'il dit. Il est vrai que tous qui s'opposent à l'immigration en Allemagne et en Europe sont trop souvent et injustement taxés de nazis. Cependant, si l'on considère l'AfD, l'on voit aussi la manière dont il essaie de redorer le blason des nazis en disant qu'il faut tirer fierté des exploits des soldats nazis pendant les 2 guerres mondiales. Et aussi, le parti de Marine Le Pen et d'autres groupes européens que l'on qualifie d'extrême droite ne sont pas d'accord pour travailler avec l'AfD. Pourtant, Elon Musk soutient l'AfD. Je pense que cela montre en soi que l'AfD n'est pas simplement la victime d'accusations injustes de l'AfD par les médias populaires. Et M. Fleury a également parlé de l'essor de ce parti, de sa popularité croissante. Et il dit que l'ascension de ce parti extrême n'est qu'un signe parmi d'autres que la société allemande est en difficulté. Et je pense qu'il ne se concentre pas seulement sur le fait que ce parti est en train de prendre le pouvoir. Il dit plutôt que ce parti est un symptôme de la volonté des Allemands de revenir au militarisme de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, car c'est vraiment ce que représente l'AfD actuelle. Mais aussi, avec une société en difficulté comme elle l'est, et avec ce besoin criant d'un leader fort et le besoin de l'Église catholique pour remettre de l'ordre dans la société, et l'AfD n'est que le symbole d'une maladie politique et sociétale plus large. Effectivement. Et l'AfD, comme vous l'avez dit, ne sera probablement pas le parti qui dirigera l'Allemagne. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il transforme le discours politique qui devient beaucoup plus intense, avec une rhétorique beaucoup plus dure et beaucoup plus haineuse. Une grande partie de l'Allemagne est effectivement en crise, ça c'est évident. Mais la haine n'est évidemment pas la solution. J'ai lu des articles que M. Fleury a écrits dans les années 1990 sur les partis d'extrême droite similaires. Et il avait écrit que ces partis changeraient le récit en Allemagne, au point où ces partis traditionnels allaient reprendre les mêmes propos. Et c'est en grande partie ce à quoi nous assistons en Allemagne. Il y a des préoccupations légitimes, comme vous l'avez déjà souligné. Mais si l'on examine les éléments marginaux de l'AfD, l'on découvrira beaucoup de frustration et de haine. Certains se demandent aussi pourquoi l'Allemagne a fini dans cette crise, subordonnée à l'Amérique et contrainte de rompre l'alliance avec la Russie. C'est d'ailleurs pourquoi il n'y a plus de gaz russe bon marché. Ces gens ne font que rejeter la responsabilité de leurs problèmes sur diverses factions, ce qui ne fait qu'attiser la haine. Un autre propos courant est que l'Allemagne vit dans l'ombre de la honte de l'histoire, et que si nous nous détachons de cette honte, tout ira mieux. Ce sont des solutions très très dangereuses que l'on propose.
Et c'est quelque chose que les gens ne voient pas, parce qu'ils n'ont pas la compréhension prophétique pour savoir quelle en sera l'issue, selon la prophétie. La société tout entière est poussée à penser qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut le faire rapidement, et que les gens ont le droit d'être en colère. Et je pense que cela nous amène à un article que nous allons beaucoup citer en 2025. Il s'intitule « La guerre de l'UE contre la liberté d'expression » et il y est question de l'attaque des régulateurs de l'UE contre X, l'ancien Twitter, de leurs attaques contre Elon Musk et de leur tentative de sévir contre ce qu'on appelle la désinformation. Et il affirme qu'il n'est pas question de la désinformation. Il est question de la guerre contre la liberté d'expression. Elle mène à une dangereuse dystopie dictatoriale. Et je pense qu'il y a déjà des signes qui montrent que nous verrons cela devenir une réalité cette année. C'est déjà un sujet de discussion majeur. Nous avons vu une élection annulée en Roumanie pour raison de désinformation et d'ingérence en ligne par le biais des réseaux sociaux. Je pense que l'on ne sait pas du tout s'il y a de la vérité dans ces accusations. Au début, il semblait qu'il y avait un peu de vérité dans les accusations, que la Russie avait bel et bien utilisé TikTok et certains de ses outils en ligne pour influencer les élections en Roumanie. Je ne veux pas dire que cela justifie l'annulation des élections, mais plutôt qu'il y avait un élément de vérité à tout cela. Aujourd'hui, il semble que ce ne soit pas le cas et qu'il s'agisse en fait de coups bas de la part d'un parti politique traditionnel, un peu comme ce que Hillary Clinton a essayé de faire en 2016, sauf que cette fois l'on a vu une à élection annulée à cause de cela. Ils ont dit que le premier tour des élections était donc invalidé. Est-ce que cela prépare le terrain pour d'autres choses de ce genre en 2025 ? Regardez les élections en Europe, regardez ce que dit Elon Musk sur l'AfD et ce que disent les gens sur la façon dont les dirigeants des principaux partis mettent en cause une ingérence électorale. Les politiciens disent que les États-Unis font preuve d'ingérence dans les élections et que c'est inacceptable. Et juste aujourd'hui ou hier, le chancelier allemand Olaf Scholz a pris la parole pour dire qu'on ne permettra pas aux réseaux sociaux d'influencer les élections en Europe. Je ne suis pas d'accord avec Elon Musk sur l'AfD et je pense qu'il a tout à fait tort sur ce point. Mais il est clair que l'on pourrait utiliser ce qui se passe sur les réseaux sociaux comme justificatif pour réprimer la liberté d'expression et censurer ce que les gens peuvent dire en ligne. Et ensuite, peut-être que l'on essaiera de justifier de nouvelles élections lorsqu'un candidat indésirable gagne, en citant la désinformation et de la mésinformation. C'est vrai. Et ce qui ressort de l'article de M. Fleury, c'est la question de savoir qui définit la désinformation. Parce qu'il est acceptable d'interdire la désinformation. Nous ne voulons pas être nourris de mensonges. J'aimerais bien trouver un journal qui ne dit que la vérité. Se débarrasser de toute la désinformation, ce serait génial. Mais qui sont ceux qui déterminent ce qui est exact et ce qui ne l'est pas ? Et M. Fleury revient sur certaines personnalités clés. L'une d'entre elles aux États-Unis, dont le travail sur ce thème est omniprésent, c'est Barack Obama. Et pendant longtemps, on ne pouvait rien trouver de positif dans les médias populaires et sur les réseaux sociaux au sujet de son adversaire politique Donald Trump. Cela n'a changé que jusqu'à ce que Elon Musk investisse 44 milliards de dollars pour racheter Twitter, maintenant X. Musk a enfin permis aux gens de dire des choses positives sur Donald Trump. En fait, il a rétabli le compte de Trump sur sa plateforme. Pouvez-vous imaginer bannir un président en fonction d'une plateforme de réseaux sociaux parce que vous le détestez ? Et malgré cela, les gens l'ont quand même réélu. Est-ce parce qu'il diffusait de la désinformation ? L'opposition l'accusait simplement de mensonge. C'est pourquoi son compte a été banni. L'ordinateur portable de Hunter Biden en est un autre exemple. Dans les sondages, l'on voit que même certains démocrates, s'ils avaient été informés de l'affaire de l'ordinateur de Hunter Biden, auraient voté différemment. Je suis assez confiant que cela à lui seul a changé l'élection de 2020. Il s'agissait là en fait d'un cas de désinformation. Les experts électoraux eux-mêmes ont changé l'issue d'une élection en assurant que les réseaux sociaux ne propagent que des mensonges sur cette histoire. Je pense donc qu'il sera important d'observer comment cela se déroulera en Europe et quel rôle cela jouera dans la montée en puissance d'un homme fort. Une fois encore, M. Fleury évoque la dimension spirituelle et revient à Daniel, chapitre 8, ce même chapitre qui parle de l'ascension d'un dirigeant fort. Et l'une des caractéristiques de ce dirigeant fort
et qu'il jette la vérité par terre. Et il dit que la vérité sera considérée comme de la désinformation et que ce dirigeant exaltera les mensonges. Je pense qu'il s'agit d'une prophétie à surveiller en 2025. Nous verrons comment cela se passe. Monsieur Fleury parle notamment de l'Observatoire européen des médias numériques, qui publie des exemples de ce que l'on devrait considérer comme de la désinformation. À ce stade, l'Observatoire n'a pas le pouvoir d'interdire quoi que ce soit. Or, cela nous montre ce que les dirigeants de l'UE considèrent comme de la désinformation. Il s'agit de personnes qui se plaignent des véhicules électriques en disant qu'ils ne sont pas vraiment une solution verte ou que leur autonomie est trop faible. D'autres se plaignent de trop d'immigration. Même des déclarations négatives à propos de l'Union européenne, bien qu'elles ne font qu'exprimer une opinion, seraient qualifiées de désinformation. Ou bien il y a la question des bulletins de vote par correspondance, et je crois que l'Observatoire qualifie l'opposition à cela de désinformation. Cela correspond donc à la prophétie biblique. Je pense qu'une autre technologie moderne, qui est d'actualité, et à laquelle M. Fleury apporte une dimension spirituelle fascinante, c'est l'intelligence artificielle. Cette dernière a fait couler tellement d'encre tout au long de 2024. On peut trouver 1 milliard d'articles sur le sujet. Mais M. Fleury y apporte la dimension spirituelle et en parle dans un contexte européen. Chose assez rarissime même aujourd'hui. Oui, et nous avons un extrait de quelque chose qui a vraiment attiré l'attention de M. Fleury. Il s'agit d'une interview sur 60 Minutes avec le PDG de Google. Nous pouvons en visionner une partie. Dans la filière, il y a quelque chose que nous appelons tous la boîte noire. Vous savez, vous ne comprenez pas tout et vous ne pouvez pas dire pourquoi l'intelligence artificielle a dit telle et telle chose ou pourquoi elle s'est trompée. Nous avons quelques idées et notre capacité à comprendre s'améliore avec le temps. Mais c'est là que se situe l'état de l'art. Vous ne comprenez pas tout à fait comment elle fonctionne et pourtant vous avez rendu cela disponible à tous. Permettez-moi de dire que je ne pense pas non plus que nous comprenions parfaitement le fonctionnement de l'esprit humain. Voilà donc le PDG de Google qui admet que l'intelligence artificielle a quelque chose de différent des autres technologies qu'il a rencontrées. Cela a amené M. Fleury à réfléchir à une prophétie clé dans Daniel 8. Nous pouvons également visionner cet extrait de la clé de David. Voici ce que dit le verset 23 du 8e chapitre de Daniel. « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux, et entendant les énigmes, eh bien, des phrases sombres. Il comprendra des phrases sombres. N'est-ce pas là l'essence même de l'intelligence artificielle, si l'on considère son aspect négatif? C'est certainement le cas. » Voici donc quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il s'agit d'une prophétie sur laquelle M. Fleury attire l'attention depuis plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, il la relie à quelque chose que nous voyons depuis peu et qui a souvent fait la une. Mais peu de gens sont conscients de ce que cette technologie peut réellement faire. Dans son article, il attire l'attention sur certains des côtés sombres de l'intelligence artificielle. Remarquez qu'il y a aussi des articles qui en parlent. Mais ils n'ont évidemment pas le contexte prophétique. Et encore une fois, ils ne comprennent pas qu'il y aura un homme qui sera capable de contrôler ce que presque personne d'autre n'est capable de comprendre. Là encore, il attire l'attention sur Carl Theodor zu Guttenberg, qui étudie l'intelligence artificielle depuis une dizaine d'années. La première fois que j'ai entendu parler d'intelligence artificielle, c'était de lui. C'est ce qui m'a donné envie de l'étudier, car M. Fleury avait attiré l'attention sur M. Guttenberg. Mais il a aussi investi dans ce domaine. Il travaille avec des entreprises qui investissent dans ce domaine. Et il s'est intéressé aux aspects militaires de l'intelligence artificielle. Et en ce qui concerne les ramifications militaires, nous ne voyons que le début de ce qui est possible. Autre fait à remarquer, l'Union européenne s'intéresse de très près à l'intelligence artificielle et à sa réglementation. M. Fleury évoque également le danger que représente cet aspect réglementaire. Il faut se méfier de ces personnes, car les États-Unis, qui investissent dans l'intelligence artificielle, risquent d'être surpris par une autre puissance. Il cite le PDG de Palantir qui travaillait sur l'intelligence artificielle en Ukraine. Et M. Fleury le cite en disant que l'intelligence artificielle peut être le facteur décisif permettant à un David de l'emporter face à un Goliath, si ce David gagne la course à l'intelligence artificielle. Ainsi, si l'Amérique, qui investit dans des applications militaires de l'intelligence artificielle, s'appuie sur l'IA pour réaliser une grande partie de ses processus,
mais qu'une autre puissance, qui est un partenaire important de l'Amérique, à savoir l'Allemagne, est capable de déchiffrer le code, d'effectuer une cyberattaque et d'effectuer ensuite une attaque militaire. Alors cela change la donne. Et il y a une autre prophétie clé que M. Fleury a mise en lumière et dont il parle dans cet article ou dans un autre article sur ce sujet, Ézéchiel 7, verset 14, où il est dit que la trompette sonne, tout le monde s'attend à ce que la nation aille au combat, mais rien ne se passe. Et il en parle dans le contexte d'une cyberattaque, et maintenant en faisant remarquer que l'attaque est aggravée par une dépendance à l'intelligence artificielle et son utilisation offensive. Donc, il s'agit ici d'une prophétie clé qu'il souligne, et qui est très spécifique quant au fait que l'armée américaine sera vaincue par une puissance à laquelle l'on ne s'attendait pas, parce que cette puissance est actuellement un partenaire. Il évoque également l'intelligence artificielle dans le contexte des élections et de la désinformation dont nous venons de parler. Et en fait, nous avons tous vu les images générées par l'intelligence artificielle et la façon dont elle est devenue de plus en plus performante pour mentir. Eh bien, ce n'est pas toujours fait dans un but trompeur. Parfois, il s'agit d'une parodie, parfois les gens l'utilisent pour faire des vidéos amusantes, des mèmes amusants. Tout le monde sait qu'il s'agit d'intelligence artificielle. Cela peut être amusant, mais cela peut également être utilisé pour créer des choses avec pour objectif de tromper les gens. L'on peut facilement envisager la possibilité de l'utiliser pour influencer les élections. Dans cet article, M. Fleury parlait des prochaines élections américaines et de la possibilité de les utiliser à ce moment-là, mais cela s'appliquerait aussi aux élections européennes. Je pense qu'il donne un peu plus d'importance à cette dimension dans certains de ses autres articles, en disant qu'il s'agit d'une technologie qui peut déformer la perception de la réalité par les gens. C'est ce qui la rend très puissante. Encore une fois, je pense qu'il sera intéressant de voir comment cet aspect de la question sera pris en compte. Il y a la dimension militaire. C'est quelque chose que nous voyons beaucoup en Ukraine, avec des drones qui peuvent réagir en plus grand nombre et plus rapidement que les humains qui les contrôlent individuellement, et ce genre de choses. Mais il y a aussi cette génération d'images et ce genre de choses, et comment cela est lié, disons, aux fausses nouvelles, et c'est aussi une autre excuse pour élaborer davantage de réglementations gouvernant l'actualité et censurant les réseaux sociaux, disons pour lutter contre les deepfakes. C'est donc un autre aspect de la question, je pense. Et enfin, un autre sujet auquel M. Fleury a consacré de grands articles cette année, c'est la France. Et je crois que nous avons même débuté Trumpet World, en français, en parlant de la France sous les projecteurs olympiques. Nous avons beaucoup parlé de l'un de ces articles, selon lequel l'Allemagne est la puissance dominante en Europe, mais à bien des égards, la France renforce l'Allemagne et aide et encourage activement l'Europe à suivre l'Allemagne en rompant ses liens avec les États-Unis. Elle y apporte une contribution importante qu'elle finira par regretter. Nous verrons beaucoup plus de choses de ce genre dans un avenir très proche. Mais il y a déjà eu quelques projets dans l'industrie de l'armement, où la France a collaboré avec l'Allemagne, comme la production de nouveaux chars et de nouveaux avions de combat. Et tout récemment, Macron a évoqué l'idée de partager le parapluie nucléaire de la France, et c'est une grande question à l'ère de Donald Trump, car l'on n'est plus sûr s'il protégera l'Europe et l'OTAN en cas de guerre. Le président de la conférence de Munich sur la sécurité a déclaré qu'il s'agit d'un débat qu'il faudra tenir lors de la conférence qui aura lieu en février. Et puisque la France a fait de nouveau cette proposition, l'Allemagne devrait accepter que ce parapluie nucléaire soit étendu à l'Union européenne. Reste à voir quel type d'accord sera conclu. Alors, M. Fleury a parlé de comment la France renforce l'Allemagne, mais cette année, il a ajouté un nouveau détail, à savoir que la France elle-même n'est pas tout à fait au courant des véritables intentions de l'Allemagne. Il a évoqué le conflit en Ukraine, qui est une boucherie brutale, où divers pays fournissent une aide militaire, faisant en sorte que le conflit s'éternise. Au cours de cette année, M. Macron a essayé de trouver les moyens de donner plus à l'Ukraine dans l'espoir de repousser la Russie. Il a notamment été question des missiles envoyés par le Royaume-Uni et la France, mais l'Allemagne n'a pas envoyé son missile Taurus, qui est un missile guidé capable de détruire des fortifications plus solides et des équipements militaires plus puissants. Mais l'Allemagne, elle,
s'est montrée réticente à l'idée d'envoyer ce missile surpuissant. Et Macron s'est en quelque sorte moqué de l'Allemagne, car elle avait dit qu'elle n'enverrait pas de chars, puis qu'elle n'enverrait jamais d'avions, puis jamais de missiles non plus. Et au début, l'Allemagne n'a voulu envoyer que des casques et des sacs de couchage. Et le fait d'évoquer cela constituait une attaque directe contre l'Allemagne qui, au début, lorsque la Russie amassait ses troupes autour de l'Ukraine, a refusé d'envoyer quoi que ce soit, à l'exception des sacs de couchage et des casques, ce qui a conduit à la démission du ministre de la Défense de l'époque. Mais Macron n'arrive pas à comprendre pourquoi l'Allemagne retarde sans cesse ses livraisons d'armes, et pourquoi, lorsqu'elle verse à l'Ukraine de l'aide militaire, cela ne semble rien faire pour améliorer les compétences de l'Ukraine. Et si la France essaie de faire quelque chose, Berlin lui fait obstacle, et cela Macron n'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, il affirme que la France soutient pleinement l'Allemagne. Il s'est exprimé devant le Bundestag et a déclaré que si l'Allemagne et la France travaillent ensemble et se serrent les coudes, elles peuvent faire face à n'importe quelle menace. Il a donc cet amour extrême pour l'Allemagne. Il dit qu'il veut partager les armes nucléaires, il dit qu'il veut avoir une véritable armée européenne. Mais en même temps, il ne comprend pas vraiment ce que fait l'Allemagne. Et comme je l'ai déjà dit, M. Fleury attire l'attention sur la dimension spirituelle de ces relations, ainsi que sur les relations entre le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Et dans son livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie », Herbert Armstrong a expliqué que le Royaume-Uni et les États-Unis descendent de Joseph, l'un des fils de Jacob, tandis que la France descend de Ruben, un autre des fils de Jacob. Il revient sur l'histoire de la trahison de Joseph par ses frères qui se sont retournés contre lui. Ruben n'était pas vraiment d'accord. Il ne voulait pas aller jusqu'au bout de la trahison, mais il n'avait pas le courage de ses convictions pour se lever et dire à ses frères de ne pas agir de la sorte. Il a essayé de contourner le problème, et cela n'a pas fonctionné, car Joseph finit par être vendu comme esclave à l'insu de Ruben, et il était déjà trop tard pour le sauver. Ruben, lui, était amèrement désolé, mais encore une fois, c'était trop tard. Il n'a pas agi alors qu'il était possible d'influencer l'issue de la situation. Et M. Fleury écrit « À un moment donné, l'Allemagne mènera une attaque totale contre les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est ce que révèlent de nombreuses prophéties. À ce moment-là, la France se demandera « Mais que sommes-nous en train de faire ? Or, il sera déjà trop tard. Lorsqu'ils verront la puissance de la bête qu'ils auront renforcée, et lorsqu'ils se rendront compte de la dévastation totale qu'ils auront contribué à provoquer, les Français, comme Ruben autrefois, seront complètement choqués. La prophétie biblique éclaire la véritable signification des événements qui se déroulent en Europe aujourd'hui. Ce n'est que grâce à cette compréhension que vous serez en mesure de saisir ce que vous voyez et de connaître la conclusion magnifique à laquelle conduit la prophétie. L'histoire biblique s'agit en fait de la prophétie, et elle explique la tendance à laquelle nous assistons aujourd'hui. Oui, et cela nous ramène encore à M. Armstrong, qui a écrit Les Anglo-Saxons selon la prophétie, où il évoque aussi la France et l'Allemagne, écrivant que le fait de comprendre leur identité est la clé pour comprendre la prophétie biblique, qui représente un tiers de la Bible, et 90% de ces prophéties sont pour le temps fin. Et maintenant, nous voyons plus de détails que nous n'en avons jamais vu auparavant sur cette trahison. Ce passage sur Ruben raconte de façon bien précise comment il était là, et en position d'autorité, étant le plus fort et le premier-né. Il portait sur ses épaules le poids de cette responsabilité. Aujourd'hui, la France porte une certaine responsabilité, au sein de l'Union européenne, de veiller à ce que la Seconde Guerre mondiale ne se répète jamais. Il y a bien sûr d'autres nations qui renforcent l'Allemagne. Mais dans cet article, M. Fleury souligne que la France porte cette responsabilité. Si la France ne renforçait pas l'Allemagne, cela ne se produirait pas. La France a l'opportunité aujourd'hui de dire non à cette tendance à la militarisation. Mais Macron a plutôt déclaré qu'il faut une armée européenne, même pour se défendre contre les États-Unis, une déclaration à laquelle nous revenons souvent et que M. Fleury a mise en exergue. Un autre aspect de cette prophétie est que l'Allemagne et la Russie travaillent ensemble pour renforcer la combinaison européenne, ce que la France ne comprend pas, parce qu'il est difficile de comprendre que l'histoire se répète. Mais, à en juger par ce qui se passe, l'histoire est belle et bien en train de se répéter. Voilà,
Je crois que cela complète notre parcours des articles de M. Fleury sur l'Europe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Josué. Au début, l'on avait l'intention d'en parler pendant 15 minutes et de l'intégrer à une émission plus grande. Mais maintenant, je crois que nous avons fait toute une émission à propos de seule l'Europe. Je ne veux pas supprimer les 2 ou 3 quarts de ce que nous venons de dire pour essayer de l'intégrer, car c'était une excellente discussion que nous avons eue en abordant ces questions en détail. Mais lorsque j'ai commencé à planifier cette émission, j'avais l'intention de passer en revue certains des autres articles de M. Fleury, certains des articles qui abordent des principes de vie et qui vous conseillent comment agir en conséquence de ces prophéties. Et je pense que cela pourrait être développé en une autre émission à l'avenir, parce que M. Fleury a dit tant de choses au cours de l'année dernière. Non seulement nous suivons ces prophéties, mais la prophétie accomplie vous oblige également à agir en conséquence. Et aussi, ces articles de M. Fleury nous conseillent de prendre des mesures pratiques qui nous aideront. Je reviendrai donc sur ce point à l'avenir et nous examinerons certains des reportages les plus importants de plusieurs autres régions. Mais je conclurai par une citation tirée de l'un de ces autres articles. Il s'agit de l'article intitulé « Alors que les crises s'intensifient, fixez votre esprit sur cet espoir ». Et M. Fleury écrit « Alors que les jours s'assombrissent, nous avons besoin de cette vision prophétique pour nous remplir de lumière. » Un tiers de la Bible est constitué de prophéties. Cette prophétie nous dit beaucoup de choses que nous devons savoir. Plus on l'étudie, plus c'est passionnant. Vous commencez à reconnaître que les événements de ce monde renvoient à une réalité spirituelle qui est bien plus importante que tout ce qui se passe dans ce monde physique. Cela brise vos illusions et vous aide à voir ce qui compte vraiment dans la vie. Regardez au-delà de la corruption et de la corruptibilité de ce monde. J'ai l'intention de vous montrer une vision pleine d'espoir d'un nouveau gouvernement dirigé par Dieu. Cela résume bien d'autres choses que nous aborderons dans les prochains programmes, lorsque nous examinerons nos articles les plus importants portant sur le Proche-Orient, les Amériques et bien plus encore. Nous touchons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Josué, d'avoir été avec nous. Merci à Georges Haddad pour la production. Merci à tous d'avoir nous rejoints ici. Dans les prochaines émissions, nous reviendrons sur l'espoir et sur les prophéties qui s'accomplissent en ce moment même au Proche-Orient et aux États-Unis. Nous serons de retour bientôt. D'ici là, continuez à surveiller votre monde.